Bonjour et bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre des nouvelles d'un musée qui est très impliqué dans sa communauté du Centre-Sud, l'Écomusée du Fier-Monde. Et je rejoins Monsieur Éric Giroux en studio avec moi et non à distance, contrairement à nos habitudes, qui est le directeur et responsable de la recherche et des collections. Alors, Monsieur Giroux, dès le départ, expliquez-nous un peu c'est quoi un écomusée et c'est quoi la particularité de l'écomusée du Fier-Monde. En fait, un écomusée, c'est un type d'institution qui est apparu dans les années 70 principalement, puis qui se voulait une institution qui était le reflet d'un territoire particulier. Donc, il y a beaucoup d'écomusées qui sont apparus en Europe, quelques-uns ici au Québec. Et l'écomusée du Fier-Monde, il a été créé en 1980, puis c'était justement issu d'une volonté des gens du quartier de mettre en valeur leur patrimoine, leur histoire. Donc, dans le principe d'un écomusée, il y a comme trois composantes importantes qui sont un territoire bien défini, une population qui vit sur ce territoire-là, puis un objectif de contribuer au développement local. Donc, l'écomusée du Fier-Monde, c'est un peu son objectif. Il s'intéresse au Centre-Sud, donc à son histoire, mais aussi à son présent et à son avenir. Et puis, donc là, vous êtes réouvert depuis le 7 juin et dans la foulée un peu de la pandémie, vous avez décidé de remettre l'exposition qui avait lieu en automne-hiver 2019-2020, donc qui a fini juste un peu avant la pandémie, avant le confinement, qui se nomme « Déjouer la fatalité, pauvreté, famille, institution ». Que présente cette exposition? Cette exposition-là, en fait, s'intéresse au développement de la charité institutionnelle au Québec en général, mais plus spécifiquement à Montréal et plus spécifiquement encore dans le Centre-Sud. Donc, on s'intéresse au développement des institutions qui ont été créées pour apporter des solutions aux problèmes de la pauvreté urbaine. Puis le Centre-Sud, justement, c'était un quartier qui était très ouvrier, c'est bien ça? Exactement. C'est un quartier qui s'est développé beaucoup à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Beaucoup de familles ouvrières vivaient ici. C'était des salariés, souvent avec un faible salaire, dans les nombreuses usines qui étaient actives dans le Centre-Sud à cette époque-là. C'est ça. Et là, l'exposition, elle couvre quelle période historique environ? Grosso modo, on parle environ de la moitié du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale environ. Ça a été vraiment la grande période du développement de ces institutions-là. C'est ça. Puis si on peut positionner ça, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu la période industrielle, justement, de Montréal? Exactement. Parce qu'en fait, ces institutions-là sont apparues comme des réponses aux problématiques qui étaient engendrées par l'industrialisation. Parce que l'industrialisation a fait en sorte d'imposer le salariat. Donc les gens, plutôt que d'être des cultivateurs sur leur ferme puis d'être relativement autosuffisants, se retrouvent à la merci d'un salaire qui leur est versé par un employeur dans une grande ville. Et souvent, ce salaire-là ne leur permettait pas de combler tous les besoins. Alors, la misère urbaine est devenue un phénomène assez important dans la deuxième moitié du 19e siècle et ces institutions-là sont apparues comme des réponses à ces problématiques. OK. Et ces diverses institutions-là offraient quels services à la population? Essentiellement, là, on peut parler, grosso modo, c'est de l'enfermement. D'une certaine façon. Parce qu'en fait, le premier type d'institution qui est apparu et qui répondait à des problèmes de misère urbaine, c'était la prison. La prison du pied du courant. Donc, on avait à la fois des gens qui étaient condamnés pour différents crimes, mais on avait des gens qui étaient simplement pauvres, sans abri, qui étaient arrêtés pour avoir erré sans raison près du port ou des choses comme ça, avoir été ivres. Donc, on enfermait des gens qui n'étaient pas des criminels. On enfermait parfois des enfants, des femmes, des gens qui avaient des problématiques de santé mentale à cette époque-là. Donc, tout le monde se retrouvait dans ce bâtiment-là, donc prison du pied du courant, là, dont les vestiges sont encore présents là, juste à côté du pont Jacques-Cartier. C'est ça. Puis, justement, c'était une forme de contrôle de la société. Contrôle Donc, plutôt que de donner aux gens des outils pour s'en sortir, on les sortait de la société, on les enfermait, on les encadrait, puis on essayait d'intervenir sur leur moralité aussi, leur spiritualité, des choses comme ça. Donc, après la prison, ça s'est spécialisé. Il y a eu des écoles de réforme pour les enfants, prison pour femmes. Ensuite de ça, pour les aliénés, les fous qu'on appelait à l'époque, des asiles, des hospices pour les personnes âgées. L'hôpital était également un lieu où on hébergeait des gens pauvres parce que dans les premières années du développement des hôpitaux, c'était davantage des grandes salles communes. On recueillait les pauvres. Ceux qui avaient plus de sous recevaient à la maison leur propre médecin. Alors,
Alors, c'est avec le virage chirurgical qu'on peut appeler. Donc, on a spécialisé les hôpitaux, mais à ce moment-là, graduellement, il y avait des sections pour les pauvres, puis des sections pour les soins de santé de pointe là, dans les hôpitaux. Et je sais que les communautés religieuses étaient particulièrement investies dans certaines de ces institutions-là, si je ne me trompe pas. C'était quoi leur rôle un peu? C'est qu'au moment où toutes ces problématiques-là apparaissent, l'État, le gouvernement n'est pas encore très développé et considère que ce n'est pas tout à fait son champ d'action. Alors, l'organisation la mieux structurée à l'époque, c'est l'Église. L'Église avec ses différentes communautés. Et justement, à cette époque-là aussi, Monseigneur Bourget, qui est présent à Montréal, qui lui souhaite que la religion catholique, l'Église catholique, soit omniprésente dans toutes les sphères de la société. Et donc, toutes sortes de communautés religieuses vont arriver à Montréal, souvent d'Europe, ou vont être créées à Montréal pour répondre à des problématiques particulières. Par exemple, les Sœurs de la Providence ont été créées dans le quartier ici pour répondre à des besoins de pauvreté, donc en créant des orphelinats, des hospices pour les vieillards, toutes sortes d'initiatives de ce genre-là. Donc, les communautés religieuses vont être vraiment au front et c'est elles qui vont administrer ces différentes organisations-là, ces différentes institutions charitables. OK. Et comment ils venaient en aide aux familles qui devaient être nombreuses, très pauvres? Vous l'avez dit, les salaires étaient très minimes. Alors, comment ça permettait d'aider les gens à survivre au quotidien? Quand on parle de ces grandes institutions-là, c'est sûr que les communautés religieuses, parfois, faisaient de la distribution de nourriture, des choses comme ça, quand on parle d'un maintien d'un service à domicile. Mais parfois, c'était simplement, on plaçait, supposons une grosse famille, une dame qui devient mère monoparentale parce que son mari est mort au travail. Elle reçoit quelques dizaines de dollars en compensation, mais elle est veuve. Elle essaie de travailler un peu, mais elle est vraiment mal prise. Donc, parfois, ce qui arrivait, c'est que des familles ouvrières pouvaient placer leurs enfants en institution. Donc, un jeune un petit peu turbulent, on l'envoyait à l'école de réforme pour qu'il se fasse replacer, pour qu'il apprenne un métier, puis ça soulageait la famille d'avoir une bouche à nourrir. Donc, il y avait comme toutes sortes de modalités qui existaient aussi. Donc, parfois, ces institutions-là répondaient aussi à des stratégies de survie des familles ouvrières. C'est ça, et ça m'amène en fait à vouloir vous demander, au cours des derniers mois, c'est un peu une tragédie qu'on a vécue dans les CHSLD, différents lieux pour personnes âgées en perte d'autonomie. C'est un peu comme si collectivement on s'était réveillé à la situation, mais je me demandais comment justement on s'est occupé des personnes âgées au cours des dernières années dans notre Québec, dans notre Montréal. Et dans cette période-là, est-ce que les institutions, justement, répondaient à un besoin de prendre en charge les personnes âgées? Oui, tout à fait. Dans une ville comme Montréal, la problématique des vieillards, des gens âgés qui n'avaient plus aucune ressource, est devenue assez importante à la fin du 19e siècle. Puis encore là, on peut souligner l'exemple des Sœurs de la Providence. Les Sœurs de la Providence ont recueilli en 1891 un couple de gens âgés qui ne pouvaient pas vivre avec leurs enfants et donc étaient laissés à eux-mêmes, sans argent, sans pension. À l'époque, il n'y a pas de pension de vieillesse. Donc, les gens, un coup qui ont terminé leur carrière, leur travail, s'ils ont un handicap, s'ils ont eu un accident de travail, ils se retrouvent sans rien. Alors, les Sœurs de la Providence ont accueilli ce couple-là et elles ont réalisé qu'il y avait vraiment une problématique importante au niveau de l'accueil des gens âgés. Et donc, elles ont créé un premier hospice dans le quartier, l'hospice Gamelin, qui est encore là aujourd'hui. Il ne porte pas ce nom-là, mais il est près de la rue de Maisonneuve et du Frêne, je crois, dans ce gros complexe-là. C'était la maison mère des Sœurs de la Providence et l'hospice. Et donc, à cette époque-là, les gens âgés, mais souvent les gens âgés, il y avait 50 ans. Quelqu'un de 50 ans qui a travaillé pendant 40 ans dans une usine, épuisé par la vie, alors c'est considéré comme un vieillard, sont placés dans les hospices. Donc, assez rapidement, les hospices se sont multipliés un peu partout dans les villes du Québec. Donc, gérés par des communautés religieuses, des services assez minimum aux gens âgés. Un des problèmes importants des hospices, c'était la sécurité des bâtiments. C'est souvent des grands bâtiments en maçonnerie, structures en bois à l'intérieur. Quand il y avait un incendie dans ce genre de bâtiment-là, avec des personnes qui ne peuvent pas se déplacer beaucoup, il y avait des mortalités assez importantes. Donc, au niveau des conditions d'hébergement, ce n'était pas fameux non plus à cette époque-là.
Puis là, on en parle beaucoup depuis tantôt des institutions. C'est aussi un patrimoine architectural qui vient avec tout ça. Et là, à l'Écomusée du Fier-Monde, vous avez mis en place pour cet été des circuits urbains pour justement déjouer la fatalité dans la même optique. C'est quoi cette activité? En fait, c'est un circuit qui a été conçu par une étudiante au doctorat qui travaille au Centre de recherche en histoire des régulations sociales, qui est à l'UQAM, et qui a travaillé sur le contenu de cette exposition-là. Alors, elle a conçu un circuit urbain qui permet à ceux qui y participent de voir les traces dans le patrimoine bâti de ces grandes institutions-là, des différents enjeux aussi qui ont marqué cette époque-là. Donc, on va voir par exemple le mont, pas le mont Saint-Antoine, mais du Bon Pasteur, qui est comme l'ancienne école de réforme des filles, qui est encore située sur Sherbrooke, près de Saint-Laurent. Donc, c'est plus une école de réforme, c'est autre chose. mais les traces sont encore là. En redescendant un petit peu dans le quartier, on passe par les habitations Jeanne-Mance, qui ne datent pas du tout de cette époque-là, mais qui montrent un autre type d'intervention qu'on a développé pour venir en aide aux familles pauvres, plus dans les années 50-60, donc avec des complexes d'habitation sociale. On retourne dans le Vieux-Montréal pour aller voir le refuge Merling, qui était un des premiers refuges municipaux à Montréal, on l'appelait Merling parce que c'était le nom du Montréalais qui avait donné l'argent à la ville pour créer ce refuge-là. Donc, c'était près de 400 hommes qu'on pouvait accueillir dans ce refuge-là. Donc, c'était des refuges de nuit qu'on appelait. Les gens pouvaient rentrer à l'heure du souper pour se laver, faire laver leurs vêtements, souper, dormir, déjeuner le lendemain matin, puis ressortir. Et donc, c'était un cycle comme ça. Alors, c'est ces différents lieux-là qui sont présentés dans ce circuit-là, pour qu'on voit un petit peu les traces de toute cette époque-là institutionnelle dans le quartier. C'est ça, c'est une très belle continuité avec l'exposition. Donc là, les prochains circuits urbains vont avoir lieu le 2 août et le 6 septembre, qui sont des dimanches, à 13h30. Les places sont limitées, malheureusement. On se plie aux consignes, et donc c'est 10 personnes maximum, ce qui permet une distanciation sociale. Oui. L'étudiante a revu son circuit pour faire en sorte que lorsqu'il y a un arrêt, ça soit suffisamment espacé pour que les gens puissent être à bonne distance. On ne peut pas arrêter sur un trottoir pour être tout en paquet. Donc les gens circulent et ça s'est très bien placé dimanche dernier pour la première visite. Oui, c'est ça. Alors les gens peuvent quand même réserver leur place. C'est ça, ils doivent réserver. J'ai le numéro, le 514-528-8444. C'est bien ça. On peut envoyer un courriel aussi à info@commercial-ecomusée.qc.ca sans accent. Alors voilà, c'est quoi vos heures d'ouverture pour l'été? Nous, c'est du mercredi au dimanche. Parfait. Le mercredi, c'est de 11h à 20h. Et jeudi, vendredi, 9h30, 17h. Samedi, dimanche, 10h30, 17h. 17h, parfait. Vous êtes situé au 2050 rue Atatekean. Exactement. Qui n'a pas encore un an, cette rue? Non, c'est ça, ça va être au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Qui est en fait l'ancienne rue Amherst, si jamais les gens ne la replacent pas, juste au nord d'Ontario. L'exposition Déjouer la fatalité, pauvreté, famille, institution va être présentée jusqu'au 30 août. C'est ça. C'est bien ça. Et puis également, on peut aller visiter votre site web ecomusée.qc.ca. Il y a plein d'informations intéressantes. Entre autres, je sais que vous avez mis l'exposition Fleurs sauvages qui devait avoir lieu ce printemps. Vous l'avez transformée à la sauce virtuelle. Il y a du travail qui avait été fait justement par une équipe d'étudiantes qui avait monté ce projet-là. Alors, on trouvait ça dommage. Oui. C'était impossible de la reporter dans le temps, mais on voulait quand même qu'il reste une trace de leur travail, alors on a fait un volet virtuel. C'est ça. Puis également, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous offrez des petites balades urbaines comme Balado Rue Ontario, qui est des fichiers audio qu'on télécharge. On met ça dans notre audio. C'est un parcours guidé, alors on accompagne des personnages dans ce parcours-là. On nous fait découvrir un petit peu le patrimoine de la rue Ontario, mais autour de récits qu'on partage avec cette application-là. Donc, une belle manière de redécouvrir un peu notre environnement que parfois on visite à tous les jours. Hein? Et sinon, il y a encore votre page Facebook où que vous mettez plein d'informations. Oui, on essaie de maintenir un peu d'activité sur nos réseaux sociaux pour un peu de contenu, pour demeurer vivant et faire vivre aussi l'histoire et le patrimoine du Centre-Sud.
Et Monsieur Éric Giroux, directeur responsable des collections à l'Écomusée du Fier-Monde, merci beaucoup de votre temps. Ça me fait plaisir. Alors, merci à vous aussi. Donc ici, Marie-Michèle Tourniol qui vous souhaite à la prochaine.